Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je remercie. Je vais d'abord commencer par Magali Della Souda qui nous fait le plaisir de venir présenter son ouvrage Les Nouvelles Femmes de droite. Et puis je remercie aussi Cité Philo et le Palais des Beaux-Arts de nous accueillir. Voilà, moi je m'appelle Sandrine Lévesque et je suis professeure de sciences politiques à Sciences Po Lille et je suis chargée juste d'animer cette séance. Voilà. Alors je vais peut-être commencer, donc on va essayer de faire une petite présentation. Donc je connais Magali, donc je ne vais pas faire semblant de la vous voyez, ce serait un peu ridicule. Donc je vais commencer par la présenter, et puis je pense qu'on fonctionnera au départ par un jeu de questions-réponses qui permettront à Magali Della Souda de présenter son livre. Et puis ensuite, on laissera la place et au débat, à la discussion avec la salle. Voilà. Donc Magali Della Souda, tu es donc chercheuse au CNRS depuis 2011. Tu me dis si je me trompe, tu es donc affectée au centre Émile Durkheim, qui est un centre du CNRS à Bordeaux. Je le mentionne parce que tu as réalisé une thèse d'histoire sur les mobilisations des femmes catholiques au début du siècle, et en particulier sur une organisation qui s'appelle la Ligue patriotique des Françaises. Donc où tu montres bien justement l'ambivalence de cette mobilisation des femmes catholiques pour une certaine forme de féminisme, entre guillemets. Et donc tu es plutôt historienne au départ, plutôt, en tout cas tu fais de la socio-histoire. Et plus récemment, donc, tu t'es intéressée à la question des mobilisations collectives, en général, j'allais dire, celle des Gilets jaunes, et tu devras nous quitter assez rapidement à 18h pour pouvoir reprendre un train pour Bordeaux, puisque demain, tu animes un colloque sur les Gilets jaunes, donc, qui fait l'objet d'une grosse enquête financée par l'ANR que tu animes en partie, donc avec beaucoup de collègues chercheurs sur cette question des Gilets jaunes. Et puis, tu as réalisé donc ta HDR, ton habilitation à diriger des recherches, sur justement cette question qui fait l'objet du livre que tu nous présentes ce soir, Les Nouvelles Femmes de droite, donc qui est une partie de cette HDR, une partie publiée. Il y a l'autre partie, j'imagine qu'elle est disponible sur ton site, il me semble, la première partie. Mais donc sur justement les mobilisations anti-genre, on pourrait être rapide. Et puis tu as fait un papier, c'est aussi pour ça qu'on s'est pas mal croisé à un moment donné autour d'un travail sur les municipales et le genre, puisque tu avais réalisé une enquête pour laquelle on s'était croisés plusieurs fois dans des colloques, même si on se connaît depuis plus longtemps, mais à cette occasion-là, on avait vraiment pu échanger sur les mobilisations dans la campagne municipale, enfin sur les mobilisations anti-genre dans la campagne municipale bordelaise de 2014. Donc voilà, j'ai un peu insisté là-dessus. Voilà. Donc là, tu es là pour nous présenter donc ce livre. Donc je vais d'abord commencer une première question, comme je l'avais précisé dans la présentation préalable. Ce livre, c'est un peu quand même une suite. C'est vrai que l'habilitation à diriger des thèses, c'est à la fois un terrain un peu nouveau et en même temps souvent une suite d'un travail qu'on a réalisé, et puis un peu la synthèse, j'allais dire, de la carrière académique et de chercheuse. Donc c'est vrai qu'il y a des prolongements et en même temps un renouvellement de tes objets de recherche et de tes perspectives théoriques et, j'allais dire, même méthodologiques. Et donc j'aimerais bien peut-être que tu reviennes un tout petit peu, parce que tu le dis toi-même, et tu nous as dit d'ailleurs que tu étais rentré de Rome juste avant pour consulter les archives du Vatican qui sont ton jardin secret. Donc j'aimerais savoir un peu le lien que tu peux faire justement entre tes premiers travaux autour de cette question des mobilisations catholiques et ce travail actuel sur les nouvelles femmes de droite.
sachant, et peut-être que tu vas aussi revenir sur ces questions-là, sachant que ces nouvelles femmes de droite revendiquent assez peu, finalement, un héritage historique. Elles ne tu expliques bien dans l'ouvrage qu'elles ne se revendiquent de peu de filiation, hein, mis à part une des associations qui seraient les Cariatides, mais en particulier, elles n'ont pas de filiation historique. Et donc, j'aimerais bien que tu reviennes un tout petit peu là-dessus, ce qui nous permettrait aussi peut-être, nous, de bien comprendre un peu ces femmes de droite dans l'histoire, hein, c'est-à-dire à la fois autour des mobilisations des femmes catholiques que tu as pu étudier au début du XXe, et puis voilà comment quand même on peut réinscrire cette histoire des femmes de droite dans une histoire qui serait une histoire un peu plus longue, malgré leur dénégation à elles, c'est-à-dire le fait qu'elles ne veulent pas s'inscrire dans cette filiation. Voilà. Alors, tout d'abord, merci à Cédric Passard, à toute l'équipe de Cité Philo, à Myriam aussi qui s'est occupée de tout, et puis à Sandrine qui me fait l'amitié et l'honneur d'ouvrir la discussion pour l'invitation. Alors, effectivement, ça a été rappelé, moi j'ai fait ma thèse en histoire, et quand j'ai commencé ma thèse, la question qui m'intriguait beaucoup était mais pourquoi 1,5 million de femmes, 1 million de femmes, plus que le Parti communiste français et la SFIO réunis, s'étaient-elles engagées dans cette Ligue patriotique des Françaises dont personne n'a jamais entendu parler, alors que les comités lillois étaient à l'avant-garde de cette mobilisation de femmes conservatrices. Mais pourquoi tant de femmes s'engageaient-elles à droite dans une ligue conservatrice contre le vote des femmes, alors qu'au même moment, d'autres femmes se battaient avec leurs camarades socialistes, puis communistes, parfois républicains, les radicaux, pour obtenir le droit de vote, pour obtenir l'égalité civile et politique. Et donc ça, c'était un paradoxe de ma thèse. Et puis, j'ai rapidement fait le tour des sources en France, des sources archivistiques, celles de la Sûreté notamment, celles des fonds de l'association, pour me pencher sur les fonds du Vatican. Et ça m'a, qui est une espèce de panoptique, le Saint-Siège des mouvements chrétiens, mais pas seulement. C'est un très beau lieu d'étude pour plein d'objets de recherche, y compris l'histoire du genre. Et donc moi, je travaillais sur des archives et je m'interrogeais sur cette politisation paradoxale, puisque selon moi, et ce que j'ai montré dans la thèse, c'est qu'en France comme en Italie, quand les femmes ont eu le droit de vote, c'est pas parce qu'elles étaient naturellement conservatrices qu'elles ont voté pour la démocratie chrétienne, c'est parce qu'elles ont été socialisées dans ces structures féminines liées à l'Église, qui leur ont appris à devenir des citoyennes et à voter selon leurs principes et leurs valeurs chrétiennes. Et à cette époque, le catholicisme est conservateur. On est encore dans ce moment-là. Et ceci explique donc cela. Et puis après, au fil du temps, ces générations vont vieillir, vont disparaître, être remplacées par d'autres générations de femmes, et y compris dans le monde catholique, le progressisme de l'Église va aussi concerner les femmes, et donc voilà, on aura d'autres comportements électoraux. Bref, j'étais partie pour faire un travail de recherche avec un financement de recherche sur l'accès des femmes aux conseils municipaux en 2011, et je devais investiguer deux choses. Aller chercher dans les archives des communes où les femmes avaient eu la possibilité d'être conseillères municipales en 1925 ou en 1935, retrouver les élus, retrouver leurs partis politiques et essayer de voir si dans le temps, en fait, le fait qu'il y ait eu des élus dès 1935, ça avait pu favoriser ensuite la présence de femmes dans les conseils municipaux. Donc thèse d'histoire, voilà, longitudinale, classique. Et puis on devait suivre aussi les campagnes municipales de 2014. Bon, on s'attendait à rien de particulier, mais on voulait juste voir si les effets de la parité se maintenaient. Donc il y avait quelque chose de diachronique comme ça. Et on a été percuté par la promesse de François Hollande d'ouvrir le mariage, c'est peut-être l'une des seules qu'il a tenues pendant son quinquennat, mais d'ouvrir le mariage civil aux couples de même sexe. Et donc, on a vu ces réactions spectaculaires de la Manif pour tous, et on a vu des femmes être en position de leadership. Alors, les porte-paroles de l'association Manif pour tous, Frigide Barjot, puis Ludovine de la Rochère,
celle du Printemps français, Béatrice Bourges. Et puis, on a vu aussi dans certains organes de presse des femmes prendre leur place. On a vu de très jeunes militantes des Veilleurs devenir chroniqueuses au Figaro, Eugénie Bastier, ou rédactrice de la revue Limite. Voilà, donc on a vu cette réémergence de celles que j'ai appelées dans l'ouvrage les nouvelles femmes de droite. Et moi, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à investiguer. Donc, on s'est lancé, on a été détourné de notre objet, on s'est lancé sur l'étude de la Manif pour tous, de ses suites. Et puis moi, je me suis plus particulièrement intéressée à ces groupes de femmes non mixtes qui se sont créées en 2013 pour protester contre les politiques d'égalité de genre, c'est-à-dire à la fois le volet institutionnel favorisant l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, les politiques d'égalité de genre, c'est-à-dire la reconnaissance aussi de sexualités qui ne sont pas hétérosexuelles et donc le mariage, la possibilité de fonder une famille pour les couples de même sexe, l'accès à des techniques reproductives. Et c'est ces groupes de femmes engagées contre l'égalité de genre que j'ai étudiées et dont je parle dans ce livre. Alors pourquoi elles sont nouvelles, ces femmes ? Parce qu'effectivement, ce ne sont pas les dames patronesses de la Ligue patriotique des Françaises. Même si à la Ligue patriotique des Françaises, il y avait les bourgeoises du Nord, comme les appelait une de mes collègues historiennes. Il y avait les patronnes d'usines, ici, les Féronvreau. Et puis, il y avait leurs ouvrières, qui n'avaient pas tellement le choix de militer ou ailleurs qu'à la Ligue patriotique des Françaises. Et donc, il y avait le syndicat maison, il y avait les œuvres sociales maison, il y avait une prise en charge de la maternité, il y avait tout un ensemble d'écosystèmes d'œuvres sociales qui expliquaient aussi l'assise populaire de cette ligue-là. Mais c'était une ligue conservatrice avec une très forte hiérarchie sociale, symbolique en son sein, et puis un antiféminisme professé, assumé, très clair. Là, on est avec des groupes militants qui, pour certaines d'entre elles, nous disent être féministes. Et c'est bien ça, l'une des intrigues de l'ouvrage. C'est dans le monde dans lequel nous vivons, où à la fois l'égalité entre les hommes et les femmes est quelque chose, et une valeur qui est considérée comme acquise, une valeur, j'entends. Elle préside à nos normes, elle préside à nos lois depuis 1979. On a donc grandi dans cet horizon-là, égalitaire, même si en pratique, les inégalités de genre persistent. Bien ces filles-là, comment penser leur féminisme, elles ne disent pas qu'elles sont antiféministes, donc comment faire sens avec tout ça. Donc elles sont nouvelles parce que d'abord elles revendiquent cette identité, souvent avec un adjectif à côté, et puis elles sont nouvelles parce qu'elles sont, contrairement aux femmes de droite des années 70-80, très bien étudiées aux États-Unis par Andrea Dworkin, eh bien, ce sont des femmes qui sont diplômées, ce sont des femmes qui ont tout pour elles. Elles sont de milieux plutôt favorisés, elles ont fait des études, elles n'entendent pas limiter leurs ambitions intellectuelles, professionnelles ou économiques. Et en ce sens, elles sont très, très différentes des femmes qui protestaient contre les politiques d'égalité hommes-femmes dans les années 70, qui étaient des femmes souvent de milieux plus populaires, mais relativement aisées, qui s'étaient retirées du marché de l'emploi au moment de la naissance de leur enfant, parce que leur mari avait une situation, c'était aussi l'époque de la fin des 30 Glorieuses, donc le salaire du mari suffisait à faire vivre la famille, on se retire du marché de l'emploi, on va vivre dans un pavillon en banlieue, la vie est organisée autour de la voiture, de la famille, et la parole des féministes, elle dérange. Parce que pourquoi devenir un individu sans tout ça ? C'est quelque chose qui fragilise. Et donc cette réaction-là, il faut la comprendre dans ce contexte social. Et les féministes ont déstabilisé aussi ces femmes-là qui ont réagi donc, avec des discours très antiféministes. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le profil de ces jeunes filles. Et donc c'est en ça qu'elles sont un petit peu nouvelles. Et effectivement, pour être nouvelles, eh bien, elles ont gommé, en tout cas, l'héritage et la mémoire des associations qui les ont précédées est totalement occulté. Et ça, c'est aussi un fait nouveau. Elles n'ont pas besoin de cette légitimité historique, sauf les plus nationalistes d'entre elles. Je pense qu'on reviendra sur. Je reposerai une question sur justement le rapport au féminisme un petit peu plus tard. Alors. Peut-être parce que c'est vrai que c'est des organisations qu'on connaît mal. Elles ont eu une certaine visibilité, notamment au moment de la Manif pour tous, tu le rappelles. Mais c'est vrai que pour la plupart des
chance, pas des organisations qui ont une très forte visibilité, même si elles ont fait, on y reviendra aussi, un certain nombre de coups d'éclat. Donc tu évoques beaucoup d'organisations que je vais citer. Donc j'en ai déjà les Cariatides, Némésis, les Antigones, Belles et Rebelles. Donc c'est des organisations qui sont toutes différentes les unes des autres. Et c'est dommage parce que c'est vrai que ce que ça nous fait penser, et c'est vrai que le schéma que tu voulais peut-être montrer nous fait penser à ce que Laure Bérény, en quelque sorte, nous a appelé un espace de la cause des femmes, mais là on pourrait dire un nouvel espace de la cause des femmes de droite ou des nouvelles femmes de droite, puisque justement il y a des croisements, etc. Mais en même temps on a beaucoup d'organisations différentes. Alors, peut-être justement, est-ce que tu pourrais revenir à un moment donné sur ces organisations, nous en dire un tout petit peu plus, nous dire finalement, est-ce qu'elles sont... on voit qu'elles ont parfois des discours très très différents, des positionnements assez différents, et en même temps, qu'est-ce qui fait que tu les as réunies à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'elles gardent une certaine autonomie et une certaine spécificité, et peut-être revenir aussi sur ce moment de la manif pour tous, qui représente une forme d'opportunité, en quelque sorte, pour qu'elles se retrouvent autour de cette mobilisation commune, malgré justement ce qui peut fonder leurs différences. Donc peut-être nous dire un peu rapidement, parce que c'est vrai c'est quelque chose qui est assez mal connu, faire un petit... état des lieux, en quelque sorte, de ces nouvelles femmes de droite, où elles militent, dans quelle organisation, est-ce que ces organisations se retrouvent sur des points communs, est-ce qu'elles sont complètement différentes, et qu'est-ce que représente la Manif pour tous à ce moment-là dans cette opportunité de faire rencontre, en quelque sorte. Alors la Manif pour tous, elle a effectivement été un moment qui a été comparé à mai 68 par Gaël Brustier. Et l'analogie, elle est intéressante parce qu'effectivement, après 68, il y a eu l'émergence de cette ce qu'on appelle la seconde vague du féminisme, autour d'enjeux nouveaux, l'autonomie des femmes, la santé des femmes, le droit à disposer de sa fécondité. Et puis l'expression d'une forte insatisfaction aussi, parce que dans les organisations politiques et syndicales, la question des femmes, elle était minorisée, toujours mise au second rang. Et là, chez les conservateurs, il y a eu un effet aussi de visibilité des femmes pour différentes raisons. Il y a des raisons qu'on dit exogènes, c'est-à-dire c'est parce que le contexte institutionnel, culturel, politique global nécessitait de faire de la place aux femmes. Le contexte institutionnel, c'est le renforcement des contraintes sur la parité, qui n'affecte pas directement les associations, mais très vite se pose la question, on est en 2012-2013, des municipales. Si on veut avoir des listes aux municipales, il faut des femmes. Donc il faut des femmes qui soient un petit peu protagonistes et pas des seconds couteaux. Ça, c'est contrainte extérieure. Et puis, il y a aussi... la Manif pour tous, c'est aussi une entreprise politique, médiatique, communicationnelle, avec des professionnels et des virtuoses de la communication politique. Et comment ils vont faire pour que leurs revendications ne restent pas quelque chose de très limité à des milieux catholiques conservateurs? Eh bien, ils vont avoir une espèce de, ce qu'on pourrait appeler une représentation microcosmique de leur cause. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour porter leur parole contre la loi Taubira, il ne faudra pas seulement faire bloc en disant « nous, on est la Manif pour tous et on est contre », mais il y aura les homosexuels contre la Manif pour tous, les gays contre le mariage pour tous, les gays qui s'opposent à la loi Taubira, plus gays sans mariage. Il y aura les homènes qui seront le pendant des fémènes. Ça, c'est plus sur l'égalité de genre et le féminisme. Il y aura les Gavroches, il y aura, etc. Et il y aura les merveilleuses, donc les mères qui faisaient des veillées, les veilleurs qui représentent la jeunesse. Et donc, ces différents groupes vont aussi avoir pour effet qu'on va mettre en valeur des femmes. Et ces femmes-là, alors ça, c'est intéressant, elles ne vont pas s'organiser dans le sein de l'association Manif pour tous, mais elles vont s'organiser de manière autonome. Et quand les Antigones voient le jour en 2013, c'est un groupe de militantes, donc elles sont créées le 25 mai 2013. Ce sont des jeunes femmes et elles sont créées à l'issue de l'infiltration des Fémènes par l'une d'entre elles.
Et puis elles vont faire un coup d'éclat, elles vont mettre en scène leur existence en revêtant des tenues à l'antique, de vestales blanches. Donc ce sont de jeunes femmes qui mettent en scène aussi un type de beauté très particulier, classique, des cheveux longs. Elles sont apprêtées, mais avec un soin, une sophistication très spécifique. Et puis, elles vont porter la cause des femmes, de la vraie féminité, par opposition donc à la manière dont les féministes déconstruisent les identités de genre, la manière dont le gouvernement veut faire avancer, selon elles, à marche forcée, l'égalité. Donc ça, c'est le premier groupe qui m'intéresse parce que voilà, elles ont pris part aux manifs, mais elles veulent s'en détacher pour avoir une existence autonome. Elles viennent aussi de différents partis politiques de droite radicale, peu connus dans l'espace public, mais néanmoins intéressants pour qui s'intéresse à ces milieux-là. Le même jour est fondée à Lyon les Cariatides. C'est une branche féminine d'un parti politique. Alors là, il y a une filiation directe avec les ligues féminines catholiques du XXe siècle. Les Cariatides, c'est la branche féminine de l'œuvre française, qui sera dissoute après l'assassinat de Clément Méric. C'est un tout petit groupe de femmes, on est sur des tout petits effectifs. Elles sont créées à Lyon, elles ont une tenue vestimentaire très particulière avec des uniformes donc, inspirés de ceux des ligueuses, mais aussi qui rappellent le franquisme. Voilà, elles font explicitement référence à la mémoire de Pétain. Donc on est dans un espace, dans un segment très nationaliste, catholique intégriste, très spécifique et un entre-soi total de ce groupe-là que moi, j'ai jamais pu approcher puisqu'elles n'ont pas répondu à mes sollicitations. Ça, c'est les premières et c'est celles sur lesquelles je me suis focalisée. Et puis, le temps évoluant, donc l'ouvrage avance chronologiquement. Je me suis intéressée à ce qui se passait du côté du RN. Arrivée de Marine Le Pen, on entre dans une dynamique qu'on appelle fémonationaliste avec un usage stratégique de certains enjeux du féminisme, notamment les violences faites aux femmes, qu'on va articuler soigneusement avec l'enjeu de la lutte contre l'immigration. Donc le problème pour les femmes, ce n'est pas le patriarcat en général, ce n'est pas la domination masculine. Le problème pour les femmes, c'est l'importation en France d'un patriarcat exogène, étranger, d'une religion intrinsèquement patriarcale que serait l'islam. Et donc, on ne peut pas lutter contre les violences faites aux femmes sans lutter contre l'immigration. Et c'est notamment à Lyon que s'élabore un certain nombre de cadrages, de formulations, de matériel de campagne pour préparer 2017 avec ce think tank qui est le Cercle Fraternité, donc, qui va être chargé de fournir au RN donc sa matière à penser sur la question des femmes. Et on va s'éloigner effectivement chez Marine Le Pen de ses discours de 2011 sur l'avortement. Alors 2012, avortement de confort. 2011, elle proposait le déremboursement de l'IVG, puisque si c'est un choix individuel, pourquoi la collectivité devrait-elle le rembourser ? Aujourd'hui, elle ne tient plus ce discours-là. Mais néanmoins, on partait de là quand moi je commence mes recherches. Voilà. Et puis ce cercle fraternité, il va continuer à exister pour votre gouverne. Il va irriguer la campagne d'Éric Zemmour. Et quelques-uns vont rester à irriguer la campagne de Marine Le Pen 2022. Autre courant politique qui n'est pas tout à fait le même et qui est séquent, c'est cet espace des identitaires. Donc à Lille, vous aviez un foyer de militantisme avec des lieux bien repérés, la Citadelle, sauf erreur, de génération identitaire avec une implantation et des militantes chevronnées. Les identitaires, c'est une formation politique qui se restructure dans les années 2010 et qui va se faire fort d'avoir des femmes dans ses rangs. Et comme me l'avait dit l'un d'entre eux, les femmes, c'est comme les grenouilles. Donc moi, j'avais été surprise en entretien. C'est l'anecdote qui m'avait vraiment surprise. Et je ne comprenais pas trop la métaphore de la grenouille. Et en fait, il m'avait expliqué que dans sa région d'origine, qui était fortement polluée, un très bon indicateur de l'eau des rivières, c'est la présence de grenouilles. Donc une organisation politique, c'est comme les rivières. S'il n'y a pas de femmes, c'est comme les rivières et les grenouilles. En gros, c'est qu'il y a quelque chose de malsain, quelque chose qui ne va pas. Donc chez les identitaires, on fait de la place aux femmes, enfin, là encore avec quand même
un plafond de verre comme dans d'autres organisations militantes. Et ces militantes identitaires, elles s'organisent en 2011 avec un activisme en ligne très développé, où elles veulent faire un fanzine féminin qui permettrait de diffuser plus largement, là encore, les idées donc, de défense de la civilisation européenne, de mener cette bataille culturelle métapolitique, comme ils disent, et de conquérir les femmes à leurs idées pour faire avancer la révolution qu'ils appellent de leurs yeux, pour restaurer la civilisation occidentale. Ces femmes-là, elles vont prendre part à la Manif pour tous, au cortège notamment. Elles vont conquérir leur fait d'armes dans la rue. Et puis elles vont vieillir aussi, elles vont changer de répertoire d'action, elles vont faire autre chose dans les années qui suivent. Mais pour autant, dans ce milieu identitaire, cette idée d'organiser les femmes, elle n'est pas morte. Et en 2019, on voit apparaître dans la presse conservatrice un collectif qui s'appelle Némésis, qui fait son coup d'éclat à l'occasion d'une grande marche contre les violences faites aux femmes, où elles vont rentrer dans le cortège avec des banderoles et des pancartes assignant les violences faites aux femmes aux immigrés, aux hommes immigrés. Et elles vont se faire sortir du cortège. Et donc là, cette scène-là va être filmée, prête à poster sur les réseaux sociaux et va faire exister dans l'arène médiatique ce collectif Némésis. Depuis, Némésis est représentée par sa présidente dans des émissions de divertissement. Par exemple, elle est chroniqueuse à Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna. Et on voit, quand on suit l'itinéraire des vidéos, comment, en fait, cette presse conservatrice et ces empires médiatiques qui se restructurent, là encore, pour préparer l'union des droites, se sont servis et ont servi de tremplin à ces femmes-là. Donc ça, il y a une entente de bon intérêt. Elles font du buzz, on les invite, et en même temps, elles peuvent avancer leur discours et faire entendre à des femmes qui ne sont pas du tout sensibles à leurs valeurs et à ces idées-là, leurs idées. Voilà. Et puis, dernier pôle qui m'a intéressée, c'est ce qui est spécifique de mon point de vue à la France. En tout cas, j'en ai pas trouvé d'équivalent ni aux États-Unis ni en Italie. Ce sont ces féministes intégrales, qui, elles, sont catholiques et se revendiquent de l'encyclique du pape François, Laudato Si, et qui essaient de conjuguer donc un projet d'autonomie des femmes, on va dire, c'est pas un projet d'émancipation, avec un catholicisme intégral, avec une pensée du monde holistique, globale. Les femmes font partie d'un tout. L'espèce humaine est sexuée, et ça fait partie de notre nature, presque de notre ontologie. Elles assument une partie du legs féministe, mais une partie seulement, puisque sur toutes les questions d'IVG, de droits reproductifs, on retrouve là les positions conservatrices de la branche conservatrice de l'Église, et donc elles sont profondément hostiles à l'IVG, à la pilule, mais pas pour des raisons morales, pour des raisons écologiques. Et ça, c'est nouveau. Ce cadrage-là, cette idée qu'on va s'opposer à ce qui est considéré comme les droits des femmes en raison de l'atteinte que c'est à la nature des femmes et à l'environnement, ça, c'est quelque chose de nouveau. J'ai été un peu longue, je suis désolée. Non, c'est un peu ma question suivante, mais c'est justement, ce que tu montres bien dans le livre, c'est justement comment le discours féministe va s'articuler à d'autres types de discours et va servir aussi à déployer une forme de discours raciste, ce que tu as expliqué, et surtout, ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est comment elle développe un discours écologique aussi, c'est-à-dire comment, en fait, voilà. Donc ça, c'était un peu ma question suivante, mais tu y as répondu. Moi, ce qui m'intéresse, tu l'as aussi un peu évoqué, c'est peut-être revenir justement sur cette question des répertoires d'action. Donc on voit qu'elles passent pas mal par la presse, elles ont fait des coups d'État, des coups d'éclat, c'est ça que je voulais dire. Le lapsus est intéressant, c'est peut-être ma crainte à la fin quand j'ai refermé le livre. Des coups d'éclat, tu rappelles les Némésis. Tu dis aussi beaucoup qu'elles ont quand même beaucoup une utilisation des réseaux sociaux qui sont très importants avec ce militantisme de réseau social. Donc j'aimerais que peut-être tu reviennes sur cette question des répertoires d'action. Alors aussi avec une thèse qui est intéressante que tu défends dans le livre, qui
elles peuvent user de la radicalité, enfin elles sont un peu prises par leur genre d'une certaine manière, parce qu'elles peuvent user d'une certaine forme de radicalité, et en même temps elles sont un peu contraintes par leurs normes de genre. Et donc ça, j'ai trouvé ça aussi très, très intéressant, parce que appartenant à l'extrême droite, on peut le dire, et en même temps étant guidées par des logiques un peu conservatrices, légèrement conservatrices et conservatrices, elles sont un peu prises dans leur genre, et donc justement, comment ça peut agir en quelque sorte sur leur répertoire d'action et sur leur manière de porter leur cause, sur la manière de dire leur cause et de se développer, de leur rapport notamment au militantisme simplement. Qu'est-ce que ça veut dire militer pour ces nouvelles femmes de droite ? Alors, il y a plusieurs choses. Pour le groupe qui m'a accordé sa confiance, et moi j'ai toujours enquêté à visage découvert comme chercheuse, les Antigones avec lesquelles j'ai pu faire des entretiens, des observations aussi de réunions publiques et d'autres plus internes au groupe. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, effectivement, elles sont... à la fois, elles ont intériorisé un certain nombre de valeurs égalitaires et elles n'ont aucune envie de limiter leurs ambitions et leurs possibilités d'autonomie. En même temps, par le passé, elles étaient militantes dans des organisations dans lesquelles, comme dans toutes les organisations politiques, c'est pas spécifique aux droites radicales, on retrouve les mêmes choses dans la gauche radicale ou dans la gauche libérale. Elles s'affrontent aussi aux effets du genre d'un point de vue structurel. Et pour elles, créer les Antigones, ça a été un espace d'autonomie et de rencontre, où elles ont pu définir elles-mêmes leur propre agenda, leurs propres mots, et reformuler une identité collective, un « nous, les femmes », sans leurs camarades masculins, et un « nous, les femmes » qui ne soit pas le « nous, les femmes » des féministes. Et donc, c'est bien là la spécificité et l'intérêt de ce travail d'un point de vue intellectuel aussi, de comprendre comment elle négocie comment elle négocie aussi une valorisation de la maternité, du foyer qu'elle partage, l'ensemble de ces femmes, avec les contraintes que ça implique et les contraintes sur leur vie aussi militante. Et ça, c'est un point que certaines soulevaient. Et on est passé d'un militantisme de clavier avec une virtuosité sur la toile et sur les réseaux sociaux qui n'a rien, de spontané. Beaucoup d'entre elles sont passées par un institut de formation qui s'appelle l'Institut de formation politique, qui est une structure privée qui vise à former une élite pour préparer l'union des droites. Et vous verrez, si vous allez voir sur cet institut, des militantes comme Thaïs Descuffon, ancienne porte-parole de Génération Identitaire, une militante des Antigones, Alice Cordier, qui sont passées par cette structure-là, où elles apprennent à devenir des virtuoses des réseaux sociaux et de la communication politique hors institution. Et ça aussi, c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, parce que c'est non seulement un moyen de faire avancer ses idées, mais c'est un moyen de vivre par et pour la politique, sans passer par les modes de professionnalisation politique classique. Et ça permet aussi, pour certaines d'entre elles, accessoirement, de conjuguer leur vie familiale avec leur vie professionnelle. Et chez les Antigones, on est passé de ce répertoire d'action-là à des chroniques moins fréquentes pour Valeurs Actuelles, et puis à un mode de vie, à un retrait de la scène militante, avec une transformation du répertoire d'action que moi j'appelle une politique préfigurative restitutionniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'elles vont arrêter de combattre dans ces arènes-là et elles vont faire advenir, ici et maintenant, dans leur vie quotidienne, la révolution, la transformation radicale qu'elles appellent de leur vœu. Ça, c'est la politique préfigurative. Et restitutionniste, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ce n'est pas simplement des conservatrices qui veulent conserver l'existant. Elles abhorrent le capitalisme libéral tel que nous le connaissons. Elles sont très critiques vis-à-vis de ce système d'exploitation économique et d'exploitation de la nature aussi. Et donc, elles sont restitutionnistes au sens où elles vont essayer de puiser dans le passé des éléments pour construire une utopie dans le présent et dans le futur, et pour la mettre en œuvre. Mais avec une distance critique vis-à-vis du capitalisme qui n'est pas simplement le conservatisme classique qu'on peut retrouver
au Rassemblement national ou chez les Républicains. Et elles vont mettre ça en œuvre. Elles ont quitté Paris et le groupe est quasiment dissous. Les Antigones, voilà, c'est quasiment un livre d'histoire puisque le groupe était relativement restreint. Je pense qu'elles étaient une centaine peut-être de militantes ou de sympathisantes. Et aujourd'hui, c'est vraiment le noyau dur qui fait une activité de plume. Donc ça, c'était pour ces répertoires d'action et sur la question des contraintes. Voilà. Merci. Alors, c'est vrai que peut-être on reviendra sur que sont-elles devenues. Mais justement, tu as évoqué ton enquête auprès des Antigones. Donc, toi, tu es plutôt historienne. C'est vrai que tu as un vrai tournant sociologique. Mais c'est vrai que dans le livre, alors on l'a un petit peu évoqué en off, mais est-ce que les conditions d'enquête ont été difficiles ? Et justement, les conditions aussi de restitution de l'enquête ont été difficiles. Et je pense que voilà, ça serait intéressant de revenir sur la possibilité. On le sait que c'est parfois difficile d'enquêter sur l'extrême droite, comme c'est parfois difficile d'enquêter sur l'extrême gauche. Donc j'aimerais bien que tu reviennes peut-être un peu sur les conditions d'enquête et puis les conditions aussi de restitution de ce type d'enquête qui est aussi parfois un peu difficile pour le chercheur. Oui. Alors l'enquête, elle a été émaillée et parcourue d'échecs. C'est quand même des échecs liés d'abord effectivement à la fermeture de certains groupes au processus d'enquête. Alors pour deux raisons. D'abord parce qu'ils présument, et elles présumaient, je suppose, que les chercheuses et les chercheurs en sciences sociales sont tous d'affreux gauchistes et des ennemis. Donc effectivement, pourquoi consacrer du temps, de l'énergie et de la confiance à des gens qui nous détestent ? Aucune raison. Deuxième point, les cariatides à cette époque, donc branche féminine de l'œuvre française, assassinat de Clément Méric, l'œuvre française est dissoute. Et à cette époque-là, c'était aussi la reprise en main de cette structure-là pour devenir le Parti nationaliste français par Ivan Benedetti, qui avait des soucis avec la justice. Donc, leurs camarades militants sont à cette époque aussi, pour certains, confrontés à des procès. Je pense que les compagnes de lutte n'avaient peut-être pas envie non plus de faire des entretiens dont elles ne savaient pas forcément comment ils allaient être exploités. Donc ça, c'est le premier point. Il y a les conditions très pratiques de travail qui étaient aussi le fait d'être en province et d'avoir un petit bébé. Qui n'ont pas forcément facilité les choses pour aller à Lyon, voir le cercle fraternité. Et puis parfois, les demandes se font, il n'y a pas de réponse, donc on passe à autre chose. Et je me suis vraiment concentrée sur les Antigones et les identitaires. Et les Antigones m'ont ouvert leurs portes sans aucune difficulté. Peut-être que le fait que moi, j'étais plutôt historienne, que j'avais aussi publié des articles qui étaient des articles d'histoire, mais je n'avais pris jamais aucune position dans le débat public à cette époque-là sur ces sujets-là, avait peut-être aussi rendu possible cette enquête. Mais il y avait aussi une sincérité chez les Antigones à ouvrir des espaces de discussion un peu dans la tradition des droites type Action française avec les conférences contradictoires. Pour elles, c'était très important d'avoir des espaces aussi dans leurs réunions publiques où étaient présents des militants, par exemple, d'Oser le féminisme. Elles avaient un représentant d'Oser le féminisme qui venait à leurs conférences, avec qui les rapports étaient très cordiaux, même si sur le fond, ces personnes ne partagent pas du tout le même projet politique. Ça leur semblait normal, ou en tout cas tout à fait acceptable, qu'il y ait cette possible confrontation. Et ça, c'est quelque chose qui rend aussi possible l'enquête. Et puis, ce sont des étudiantes, en tout cas, ça l'était. Et quand on est étudiante, elles étaient aussi dans un rapport très respectueux à l'institution. Et donc, elles m'ont volontiers ouvert leurs portes, comme elles le faisaient à leurs camarades étudiantes aussi. Et là, je me permets une petite anecdote personnelle sur les identitaires. Même chose, je suis très bien accueillie dans une ville du Sud-Ouest. Et un étudiant d'un institut d'études politiques, en confiance, me dit « Mais de toute façon, nous, les entretiens avec les chercheurs, les chercheuses, on les accepte tous parce que ça nous permet de nous entraîner
quand on va dans les médias. Et ça a changé quand même mon rapport à l'enquête et à l'entretien, parce que il est vrai que j'avais noté un certain nombre de discours récurrents, de ce qu'on appelle des cadrages, voilà, ce qu'ils appelleraient des éléments de langage qui revenaient constamment, des faux fuyants sur les récits de vie aussi, où on sait bien, et heureusement que les enquêtés ne livrent pas tout, mais très vite, en fait, on touche à la limite de l'exercice avec des virtuoses de la communication politique. Donc, voilà, ce matériau, je ne l'ai pas exploité dans l'ouvrage, pour différentes raisons, mais aussi parce que j'ai commencé une enquête avant le règlement général sur la protection des données et que j'ai publié un livre après. Et donc, je m'étais fait fort d'avoir des formulaires de consentement à la fin de l'enquête pour être bien sûr que les propos pouvaient être cités. Mais de toute façon, j'avais déjà ce qu'il fallait avec les matériaux publiés par ailleurs. Puis ça donne aussi au lectorat la possibilité de vérifier par lui-même. Donc, c'est pour ça que je ne m'en suis pas trop servie. Et sur la restitution, eh bien, effectivement, les Antigones, je les ai informées de la sortie de l'ouvrage. Elles m'ont demandé un exemplaire que je leur ai donné bien volontiers. Et puis, depuis, nous n'avons plus de contact. Voilà, moi, ce que j'espère, c'est dans le style d'écriture, avoir été respectueuse des personnes, fournir des éléments d'explication de ce fait social, mais... j'ai quand même ce souci-là, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, de respecter sa parole. Voilà. Mais effectivement, je ne me suis pas engagée dans des processus de restitution comme j'ai pu le faire avec les Gilets jaunes, où là, on a des rendez-vous réguliers de restitution de l'enquête en cours. Oui, elle se livre beaucoup. C'est vrai que tu utilises beaucoup des entretiens qu'elle donne sur Internet, dans la presse, etc. C'est aussi un matériel très, très riche que tu mobilises et qui ne sont pas forcément des entretiens. Donc, c'est parce que c'est vrai que les étudiants sont parfois aussi angoissés à l'idée de ne pas avoir d'entretien. Mais c'est vrai qu'on peut aussi faire une enquête à partir d'un certain nombre d'autres types de données que tu utilises très bien. Alors, justement sur cette question, peut-être je reviendrai après peut-être dans le débat sur une autre question, mais peut-être revenir sur la fin de ces organisations. Donc tu l'as un tout petit peu évoqué. Alors c'est vrai que moi je suis allée, par exemple j'ai tapé Belle et Rebelle. Et donc, tu dis que l'expérience s'achève en 2017. Et aujourd'hui, c'est vrai que le site que tu indiques, il a dû être volé par un site de beauté, puisque Belle et Rebelle, maintenant, c'est si vous voulez vous faire les ongles et voilà, et avoir une jolie coiffure, Belle et Rebelle, c'est ça. Voilà, donc j'aimerais bien savoir ce qu'elles sont devenues. Alors, tu nous donnes un certain nombre de pistes. Je pense par exemple à cette militante Durano qui part s'installer, c'est quand même assez intéressant. Tu évoquais tout à l'heure justement cette mobilisation dans un village catholique et écologique. Peut-être aussi du côté justement de la presse, comme la revue Limite par exemple, qui est quand même une revue très importante. Voilà, tu as évoqué aussi l'émission de Hanouna. Donc j'aimerais juste savoir ce qu'elles sont devenues. Et peut-être ce sera une autre question, mais peut-être le rapport aussi avec les autres types de partis, mais peut-être ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, ces types d'organisations. Alors, les cariatides, elles ont très peu d'existence et je n'arrive pas à les suivre parce que c'est un groupe donc, qui était très fermé. Voilà, je suppose qu'elles ont des activités d'entretien d'une sociabilité militante nationaliste comme elles l'avaient avant la Manif pour tous et comme elles l'auront après, avec des banquets, ce genre de choses. Mais elles ne cherchent pas, à exporter leur projet politique. Les Générations identitaires a été dissoute. Donc... pour celle dont j'ai pu suivre la trace, comme Thaïs Descuffon, on peut dire qu'elle est devenue une influenceuse de droite radicale. Donc elle a sa chaîne YouTube, elle fait un petit peu... Alors dans mon souvenir, elle fait pas tant de placement de produits que ça. En revanche, Alice Cordier, porte-parole du collectif Némésis, qui existe toujours. Donc elle vit de ses passages, je suppose... dans une émission de divertissement. Et puis, elle vit aussi du placement de produits. Alors, elles nous disent toujours qu'elles reçoivent des dons. Donc, je ne sais pas, ça, c'est pareil. Quand on n'a pas les documents administratifs, c'est compliqué.
Mais il faut voir que pour les plus jeunes, hein, pas la génération Antigone, Cariatide, mais celle de 2000, la génération des 2020, on va dire, on a ce devenir militant-là aux confins entre le monde de l'influence politique, voilà ce qu'elles sont devenues. Et puis pour Marianne Durano, professeure dans le secondaire normalienne, hein, donc avec... elle est philosophe, elle avait fait d'ailleurs quelques chroniques dans Le Monde sur l'effondrement. Et elle a choisi, avec son compagnon, avec Gauthier Besse-de-Berck et d'autres, de faire comme les néo-ruraux, hein, des années 80 et 70, et de vivre, voilà, d'avoir cette politique, hein, préfigurative, et de vivre en conformité avec leur projet politique dans ce hameau. Elle a béni son Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, pour Limite, l'ouvrage, c'est de l'histoire, puisque Limite vient de faire paraître son dernier numéro. Je reconnais que je me suis trompée, parce que pour moi, c'était peut-être le courant le plus intéressant et qui aurait peut-être permis d'avoir un discours conservateur cohérent face à l'urgence, hein, écologique que nous traversons. Et c'est le signe aussi de l'incompatibilité peut-être entre un projet d'écologie politique et un projet conservateur partisan. Mais bon, ça à voir. Mais voilà, et puis les Antigones, comme je vous l'ai dit, elles se sont reconverties ailleurs. Certaines identitaires aussi avaient fait des petites carrières assistantes parlementaires, collaboratrices d'élus. Et puis certaines ont pris part, collectif Némésis, à la campagne de Zemmour et d'autres à la campagne de Marine Le Pen. Mais ça, je ne sais pas si c'était de manière rémunérée ou bénévole. Et justement, sur la manière dont elles vivent, parce que c'est vrai que j'avais un peu laissé de côté de cette question, mais au moment où tu abordes justement la manière dont elles peuvent survivre, enfin, j'imagine que tu n'as rien sur les financements de ces organisations, mais quand même, le lien est très fort avec le catholicisme. Et justement, est-ce qu'elles vont recevoir, donc c'était une petite question un peu incidente, mais qui me semble importante, est-ce qu'elles vont recevoir justement des soutiens, quels qu'ils soient, intellectuels, logistiques? Parce qu'on sait par exemple que cette question de la théorie du genre, elle a été beaucoup réfléchie, anti-théorie du genre, théorie du genre dans l'Église catholique. Hein, c'est ce que montre, je viens de perdre le nom du chercheur là, qui travaille sur justement l'Église et le genre. Jocelyn Tricou. Ouais, non, il y a Jocelyn Tricou, mais il y en a un autre, mais... Oui, David Paternotte. Ouais, mais justement plutôt plus d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire comment, en gros, l'Église a très rapidement construit un discours anti-genre. Voilà. Et donc j'aimerais bien savoir justement comment l'Église va soutenir ces mouvements, puisqu'elles ont quand même une très forte coloration catholique. Est-ce qu'il y a un soutien qui est un soutien explicite? Est-ce qu'il y a un soutien qui est un soutien caché d'une certaine manière? Ou voilà, quelles peuvent être les relations entre ces mouvements et, en gros, l'Église catholique et la hiérarchie catholique? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être analysées? Je vais essayer de ne pas dire de bêtises devant des spécialistes du catholicisme, mais à ma connaissance, elles n'ont pas de lien avec la hiérarchie. Il faut se souvenir qu'une partie de l'épiscopat et du clergé est très mal à l'aise au moment de la manif pour tous, que c'est quelque chose qui fait débat dans les paroisses, que des laïcs, mais aussi des clercs sont très mal à l'aise. L'action catholique féminine prend du temps, c'est un déchirement ce qui est en train de se passer, parce que il faut aussi se souvenir que les générations qui aujourd'hui sont vieillissantes, mais les générations de fidèles sont aussi des générations qui ont été politisées avec le Concile de Vatican II, qui ont été socialisées dans un catholicisme d'ouverture. Et donc, cette question de l'homosexualité, elle fait partie aussi de l'ouverture qu'on doit avoir à l'autre, à ses propres enfants. Donc, il y en a qui sont bouleversés par ce qui se passe, par les débats, par la violence aussi de certains propos.
Et donc, je crois qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et ce qui est sûr, c'est que Civitas, qui n'est pas l'Église catholique de France, qui est une association qui se revendique d'un catholicisme longtemps schismatique, donc, ou intégriste, Civitas a des liens très forts avec les cariatides. Ça, c'est certain. Quand ils organisent la première manifestation contre le mariage pour tous, le 17 novembre 2012, ils le font et voilà, ils entendent et ils vont mener l'action avec des cortèges d'ailleurs séparés de ceux de la Manif pour tous, en marquant justement leur différence par rapport à ces catholiques qu'ils trouvent bien trop libéraux à leur goût. Donc ça, c'est de ce point de vue-là, il n'y a pas tellement de soutien à ma connaissance du catholicisme. En revanche, à la revue Limite, il peut y avoir il y a des passerelles et des liens, mais voilà, là, je ne sais pas répondre. Ce que je sais, c'est que certaines initiatives portées par des veilleurs de catholicisme social, notamment à Lyon, étaient soutenues par le diocèse, mais pas spécifiquement sur le volet contestation du mariage pour tous. Bien davantage pour des projets d'insertion sociale, de développement d'espaces de coworking alternatifs, voilà, plus ce genre de choses. En revanche, il y a eu des moments intéressants où, par exemple, dans un entretien formel, on m'avait dit que Béatrice Bourges, donc du Printemps français, était venue donner des conseils de communication politique et d'organisation aux Antigones. Donc il y a des passerelles là entre ces laïcs qui ont pris part à la contestation et les groupes que j'ai étudiés, mais la hiérarchie s'en est tenue assez éloignée. Pour faire un autre exemple, les sentinelles que j'ai suivies dans une ville du Sud-Ouest, qui étaient donc des catholiques qui contestaient la loi Taubira et les politiques d'égalité de genre en faisant des veillées silencieuses tous les vendredis soirs pendant plusieurs années. Elles se tenaient donc face à la mairie, et derrière elles il y avait la cathédrale, et elles disaient que leur évêque n'était jamais venu, n'avait jamais daigné venir les saluer. Et ça, c'était un sentiment, c'était une blessure assez profonde pour elles, un signe de mépris qu'elles avaient du mal à, enfin, qui était difficilement ressenti. Donc le clergé, à ma connaissance, s'en tenait plutôt éloigné. Alors, peut-être pour terminer ma série de questions, et après, je pense qu'on pourra laisser, mais je pense que tu vas avoir de quoi répondre à cette question. Enfin, contrôle l'heure. C'est peut-être un peu... 17h, c'est bon. Il est 17h, c'est bien. Je pense qu'on peut laisser aussi une place assez importante, parce que c'est un peu une question qui va appeler une réponse peut-être un peu longue. C'est vrai que, voilà, moi, parce que aussi je travaille sur les femmes politiques professionnelles, d'une certaine manière, donc... Je me suis vraiment demandé, alors tu l'as évoqué, le lien avec les Zémouriens par exemple, mais comment elles ont pu peser sur justement le jeu politique plus traditionnel. Alors on ne parle pas forcément de l'extrême droite, mais plutôt, parce que c'est vrai que par exemple, je pense au papier que vous aviez fait sur les municipales, comment ces organisations, ces militantes ont pu peser sur les partis politiques plus traditionnels, plus institutionnalisés, plus rangés d'une certaine manière, c'est-à-dire en gros les Républicains. On voit bien qu'il y a des liens. Tu évoques le Printemps français par exemple. Donc j'aimerais justement savoir, parce qu'on est un peu frustrés. C'est vrai que dans ces nouvelles femmes de droite, on s'attend aussi à trouver des femmes qui seraient des femmes de l'UMP, des femmes des Républicains, etc. Et pourquoi justement tu as choisi plutôt de travailler sur ces femmes d'extrême droite, et qui ont des liens avec l'extrême droite, et est-ce qu'elles ont quand même eu un effet sur la politique professionnelle en dehors du cas Zemmour, voilà. En gros, c'est plutôt le lien avec la droite de gouvernement que je te pose comme question. Alors, je pense, comme le résumait Thaïs Descuffon et Alice Cordier dans un débat organisé par l'Incorrect
qui est un média conservateur qui avait vocation à faire l'union des droites, qui se crée dans le sillage, pareil, de la mobilisation Manif pour tous. Elle conclut en disant « Oui, c'est vrai, on est peu nombreuses, mais on a gagné parce que nos enjeux sont mis à l'agenda dans le débat public, parce que en gros, leurs cadrages sont repris par les autres médias. Et donc, pour elle, ce qui compte, ce n'est pas le nombre. On n'est plus à la politique des masses. On est vraiment dans une perspective métapolitique, au-dessus, au-delà des partis. Et ce qui compte, c'est leurs valeurs, c'est leur style de vie, c'est tout ça. Et de leur point de vue, en tout cas, elle disait qu'elles avaient gagné. Thaïs Descuffon retira la même chose après la défaite de Zemmour. Elle dira, c'est pas grave, on a perdu une bataille électorale, mais au fond, la politique, elle se joue plus dans les élections. Ça, c'est pour répondre sur les effets. Et effectivement, en termes de politique publique, la manière dont la question des violences faites aux femmes est abordée sous l'angle du harcèlement de rue. Cette idée que la rue est un espace dangereux pour les femmes, ça, c'est quelque chose qu'elles ont contribué à imposer. Parce que dans les années 70, le discours, c'était pas que la rue était dangereuse pour les femmes et qu'il fallait que la police intervienne. C'était que les femmes devaient reprendre la rue, devaient s'organiser. Voilà. Et là, on est dans un tournant sécuritaire et en ce sens, elles ont gagné. Et elles s'en félicitent d'ailleurs au moment de la loi portée par Marlène Schiappa sur le harcèlement de rue. Elles se félicitent de leur victoire, elles s'attribuent. Alors bon, ça ce serait plutôt au parti mainstream qu'il faudrait demander quels effets ça a eu, mais voilà. Où sont les femmes de droite ? C'est vrai que quand Valérie Pécresse est investie pour porter donc la candidature des Républicains à la présidentielle, moi je me dis mais ça y est, ils sont intelligents, ils ont compris. Cette femme, elle va réussir à faire la synthèse des libéraux et des conservateurs chez LR. Elle a un bilan ministériel de droite, voilà. Elle préside une région, bon. Et puis en fait, l'avenir m'a donné totalement tort. Mais disons que pour moi, ces militantes-là, elles sont plus connues, elles sont moins surprenantes, ou en tout cas, il y a moins de paradoxes que chez les militantes de droite radicale ou d'extrême droite à travailler. Elles sont dans des logiques institutionnelles qui ne sont pas les logiques... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste des partis politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe plutôt en dehors, même si je pense qu'il faudrait à nouveau, là, rouvrir ce chapitre-là, parce qu'on a bien vu, en 2014, que les femmes mobilisées dans la Manif pour tous, alors qu'Alain Juppé se faisait fort d'être un maire très libéral... à tout point de vue, eh bien, en fait, ces réseaux-là, ils ont fait campagne aussi pour lui. Édouard Duparc, donc l'un des financeurs, d'ailleurs, de la Manif pour tous, était son élu, devait être son adjoint, et puis a été son élu. Et il y avait donc cette sociabilité avec les réunions Juperware, avec cette sociabilité politique classique, étudié par ailleurs, pour entretenir ces réseaux et très efficace. Donc, elles ont effectivement joué un rôle dans les municipales de 2014, toutes ces femmes. Et je parle ici, non pas des militantes que j'étudie, mais plutôt les femmes que j'ai étudiées dans mon mémoire, c'est-à-dire les participantes ordinaires à la Manif pour tous, ou les responsables locales qui ont pu figurer sur les listes au municipal. Oui, plus généralement, la Manif pour tous, tu dirais que ça a été une sorte de creuset pour une forme de politisation de ces femmes, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est le creuset de la politisation pour ces générations-là de femmes de droite, les générations les plus jeunes qui avaient 20 ans et qui étaient peut-être dans des formes de militantisme plus d'action directe, la veillée, les manifestations spectaculaires, voir cette politique donc préfigurative par la suite, quand elles vieillissent, qu'elles ont des enfants et que la vie urbaine ne leur convient plus du tout. Et puis les autres, plus âgés, qui vont aussi devenir un peu pas des protagonistes, mais en tout cas se dire qu'elles sont légitimes aussi pour rentrer en politique au municipal et qu'elles ont quelque chose à faire, parce que c'est là que ça va se jouer finalement, le mariage. C'est dans les mairies que ça se joue, une fois que c'est voté à la Chambre. Et ça, c'est intéressant à voir. Il y aurait une belle prosopographie à faire sur qui est resté
en 2020 et qui ensuite n'a pas... voilà, pour qui ça a été juste un mandat. Merci beaucoup. Moi, je vais peut-être laisser la parole à la salle. Alors, je ne sais pas si... C'est la première question qui est difficile à poser, mais après... Alors, je ne sais pas s'il faut que je vous donne le micro ou s'il y a quelqu'un qui vous donne le micro. Ah, petit souci de micro. Allô, allô, oui. En fait, moi, je voulais revenir justement sur la question du féminisme et mieux comprendre, en fait, justement, c'est quoi le type de féminisme, on va dire, de ces femmes, parce que l'idée, moi, que j'ai du féminisme, justement, c'est des personnes qui sont pour l'égalité homme-femme, mais de droit, elles sont plutôt opposées à ça. Donc, en fait, c'est quoi qu'elles revendiquent par rapport à tout ça? Alors... elles sont dans une lecture un peu post-féministe, comme le dirait une jeune collègue de Lausanne, Charlène Calderaro. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre elles, du point de vue de la loi et des normes, elles sont féministes, elles sont pour l'égalité civile et politique entre les hommes et les femmes. Mais elles considèrent qu'aujourd'hui, celles qui se disent féministes dans l'espace public ne les représentent pas. Elles ne les représentent pas parce qu'elles sont soit dans un féminisme outrancier, donc là, il faut se souvenir de l'époque des Fémènes, il y a 10 ans, qu'elles jugent obscènes et dégradants pour les femmes, soit dans un féminisme qui a des combats aussi vains, futiles que dérisoires, typiquement les campagnes sur le clitoris d'Oser le féminisme, c'est ça le problème des femmes. Ou l'écriture inclusive. Voilà, c'est typiquement le genre de choses où elles disent « mais ça, si c'est ça les combats du féminisme aujourd'hui, non ». Donc, elles sont critiques vis-à-vis de ça, et ce faisant, elles réduisent aussi ce qu'est l'espace des féminismes aujourd'hui à des choses qui, effectivement, sont loin d'être centrales. Elles occultent de fait le fait que le combat pour l'égalité salariale, par exemple, il reste important. Voilà, pour achever une égalité réelle et matérielle entre les personnes, ça reste important. Et donc, elles uniformisent aussi les prises de position des féministes. Et elles les jugent, alors ça c'est pour les plus nationalistes, comme ORN ou Anémésis, elles jugent aussi, ou chez les identitaires, que les féministes sont complices de ce qu'elles appellent des politiques immigrationnistes et de l'islamisation de la société. Parce que, par exemple, quand il y a eu ces agressions sexuelles et viols commis en masse à Cologne lors de la Saint-Sylvestre, ça devait être en 2015, eh bien, elles ont trouvé les prises de parole bien timorées dans l'espace public. Elles vont aussi avoir le même discours sur, par exemple, la question du foulard musulman ou ce genre de choses. Donc, voilà ce qu'elles reprochent au féminisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, elles se disent féministes avec un adjectif qualificatif qui qualifie leur féminisme par rapport aux autres. Féminisme identitaire, pour le collectif Némésis. Féminisme occidentaliste, pour une influenceuse qui s'appelle Solveig Mineo, et qui, elle, est la seule dans tout le corpus étudié qui revendique le fait de n'être pas catholique. Et pour elle, le catholicisme est une religion patriarcale, d'asservissement des femmes. Et cette Solveig Mineo, elle s'est fait connaître au moment de l'affaire Mila, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en relayant les propos de Mila, et elle fut un temps proche d'elle. Donc voilà, mais ça reste quelque chose de très circonscrit dans des milieux nationalistes très spécifiques. Voilà pour leur féminisme. Et ce qui est intéressant, et ce que l'ouvrage donne à voir, c'est, mais finalement, quand on s'interroge aux enjeux qui ont fait consensus dans l'espace de la cause des femmes, et donc là, j'avais fait un petit schéma, si on se représente toutes les associations qui interviennent au nom des femmes et pour les femmes, on a cet espace de la cause des femmes. Et dans cet espace de la cause des femmes, vous avez des associations féminines qui ne se revendiquent pas féministes,
qui ont des combats pour valoriser le féminin. Puis vous avez un espace qui est celui des féminismes, de celles qui se disent féministes. Et donc, ce qui est intéressant avec ces nouvelles femmes de droite, c'est qu'avant, elles étaient en dehors, puisqu'elles se disaient antiféministes. Et puis maintenant, les Antigones, ou le féminisme intégral, ou le collectif Némésis, ont fait des petites incursions. Mais elles sont toujours dans un espace qui est séquent avec un autre espace. Par exemple, pour le féminisme intégral, elles sont aussi dans un espace séquent avec celui de l'écologie, mais aussi celui du catholicisme. Pour le collectif Némésis, elles vont être dans un espace qui est séquent avec celui de la cause de la nation ou de l'identité. Et quand on creuse sur les enjeux des féminismes et qui faisaient consensus, on se rend compte qu'elles ont une conception de ces enjeux qui est finalement pas celle qui fait consensus dans l'espace des féminismes. Par exemple, les violences faites aux femmes, elles identifient ça comme un problème de rue, elles identifient ça comme un problème lié à l'immigration, alors que dans la majorité des cas, les organisations féministes le conçoivent comme un problème structurel. Et la majorité des violences sexuelles, elle se fait dans le proche, elle se fait à la maison, elle se fait par les amis de la famille. Donc c'est bien là que les violences arrivent. Oui, alors voilà, mais au moins, maintenant on en parle. Il faut voir les choses positives dans la médiatisation de ces violences, de ces crimes et de ces délits, c'est qu'au moins c'est anormal. Et donc là, on a des grilles de lecture. Et puis l'autre enjeu, c'est celui de l'IVG, c'est celui de la maîtrise de sa fécondité par la contraception, l'avortement ou l'accès à des techniques reproductives. Et je ne parle pas ici de la gestation pour autrui, qui n'est pas cet enjeu-là, qui est encore un autre enjeu. La procréation médicalement assistée, typiquement, quand on regarde les prises de position, là, on peut à nouveau voir que ces positions-là, ça c'est un enjeu qui était consensuel dans les années 70 et qui l'est encore aujourd'hui, sauf que pour le collectif Némésis, on n'en parle pas, parce que pour certaines d'entre elles, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, alors que pour d'autres, c'est un acquis auquel il ne faut pas toucher. Pour les Antigones ou pour la revue Limite, ce n'est pas un droit, l'IVG. C'est au pire quelque chose qu'on peut offrir à une femme dans un cadre type loi Veil, en situation de détresse, d'extrémité, mais ça n'est jamais conçu comme un droit fondamental des femmes. Et donc là, ça nous permet de discriminer, ça nous permet de, quand on est une lectrice ou un lecteur, de faire le tri entre ces revendications féministes. Il faut se demander toujours, c'est pour qui l'égalité, comment et pourquoi, quel est le projet politique derrière. Et donc là, après, on arrive... l'ouvrage essaie de donner des éléments. Quand on nous dit qu'on est une féministe identitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on défend la cause de toutes les femmes? Comment on se positionne sur les violences? Et si je peux faire juste une anecdote, c'était quand même intéressant de voir la réaction des milieux nationalistes quand Baptiste Marché, un influenceur d'extrême nationaliste, a mis une gifle à Alice Cordier, je cite, dans un bar parce qu'elle faisait sa féministe. Et de voir que tous ces influenceurs et youtubeurs comme Papacito, je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit, donc Raptor dissident, ont été sommés un petit peu, se sont sentis obligés de dénoncer les violences et de dénoncer la gifle, et certains l'ont fait sans mal à l'aise, mais sans ambiguïté quand même, en disant mais en plus ça c'est des pratiques de barbares, parce que gifler une femme, quand on est civilisé comme nous, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est pas la courtoisie occidentale. On a vu des silences plus embarrassés autour de gifles dans d'autres milieux. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir comment, bien malgré eux, parfois les lignes peuvent aussi bouger dans ces milieux-là. Oui, c'est bon. Je vous remercie pour la conférence. J'aurais deux petites questions, s'il vous plaît. Dans un premier temps, quand vous parliez de la manière dont ces féministes vont partager leur discours via les réseaux sociaux, je me demandais si elles vous avaient partagé une forme de backlash ou alors si elles étaient elles aussi soumises à du harcèlement en ligne, comme peuvent l'être d'autres féministes. Et également, est-ce que avec les groupes de parole qu'elles ont organisés,
ou qu'elles peuvent encore organiser. Vous avez pu noter aussi la préparation notamment d'ateliers, comme cela peut se faire de plus en plus dans l'éducation nationale. Il y a plein d'associations maintenant qui essayent de déconstruire les sexismes en général, et je me demandais si elles pouvaient aussi y prendre part. Je vous remercie. Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, elles peuvent y prendre part. Alors, j'avais repéré l'une d'entre elles, effectivement, qui était intervenue dans un espace d'éducation populaire, ou en tout cas sur des questions comme ça. Et puis sinon, l'atelier est une méthode en soi de formation militante, et donc elles ont des ateliers où elles sont en non-mixité entre femmes et qui sont finalement très, très inspirées par ces méthodes élaborées dans les féminismes radicaux des années 70. Et c'est aussi pour ça que c'est pas si simple de dire elles sont juste antiféministes. C'est peut-être la conclusion à laquelle on aboutit quand on finit le livre, mais le présumer, alors qu'en fait elles ont incorporé des savoir-faire, des techniques militantes pour faire émerger une conscience collective commune, qui sont vraiment intéressants et intéressants pour le coup à observer. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu l'occasion d'assister à ces ateliers ou conférences, il y avait quelque chose qui relevait de cette dynamique. Enfin, pour les Antigones en tout cas. Et les Némésis racontent qu'elles sont nées d'un partage commun d'expériences entre femmes. Donc ça, c'est la narration qu'on retrouve dans tous les entretiens, dans les entretiens publics également. Et sur le harcèlement Et sur le harcèlement, oui, elles sont harcelées. Ah oui, pardon. Alors ça, elles sont harcelées, et elles sont d'autant plus harcelées quand elles ont comment dire, un discours un peu vindicatif et un féminisme vraiment explicite, comme c'est le cas chez les militantes de Némésis, comme c'est le cas chez Solveig Minéo. Elles sont harcelées en tant que femme qui prend la parole. Et d'ailleurs, les youtubeurs nationalistes font des émissions entre hommes où ils discutent de la légitimité de la présence de femmes nationalistes en leur rang. Ça aussi, c'est très instructif, c'est très intéressant. Et donc, elles sont vraiment entre l'enclume et le marteau pour certaines d'entre elles. Et puis d'autres sont louées parce qu'elles portent la cause des femmes, et elles anoblissent le combat des femmes en portant une cause nationaliste aussi. Mais elles sont effectivement prises à partie sur les réseaux sociaux, pas seulement par leurs adversaires d'en face, mais par leurs supposés alliés. Merci. Du coup, moi j'avais une question. Vous avez évoqué dans votre livre l'existence de collectifs identitaires, donc typiquement Némésis et Belle et Rebelle, qui prônent un discours ethno-différentialiste pour la préservation de la culture occidentale, donc sous-entendu blanche. Mais est-ce qu'on pourrait faire un lien avec des idées de l'alt-right aux États-Unis, qui, bien même, ne se revendiquent pas forcément féministes, mais qui sont dans une dynamique d'influence avec la construction d'un récit de victimisation blanche pour la préservation et revendiquent la préservation de la civilisation blanche. Tout à fait, c'est une circulation et une comparaison qui me semble pertinente, notamment sur la question, là encore, de lier la cause des femmes et des violences à celle de la sécurité. Il y a à la fois le recours à l'État, mais il y a en même temps, chez certaines d'entre elles, notamment chez les Antigones ou chez Solveig Minéo, qui se revendique comme féministe occidentaliste blanche, cette idée que les femmes doivent pouvoir se défendre elles-mêmes, mais avec y compris des armes à feu, ce genre de choses. Et on a eu à un moment chez les Antigones, mais c'était assez fugace, par exemple les tutos de que faire si vous êtes toute seule, en gros des tutos qui s'apparentaient un petit peu à ces préparations de survivalistes. Voilà, toujours avoir un certain nombre d'ustensiles, d'éléments auprès de vous. Et les Antigones, globalement, elles sont quand même dans un discours
plutôt proche de celui de l'alt-right, plutôt proche des libertariens. Et pour elles, l'État n'est pas l'ami des femmes. Elles sont plutôt dans un discours qui valorise la communauté, le local, l'enracinement, les libertés individuelles. Et l'État n'est pas l'horizon, ce n'est pas quelque chose qui est désirable. Ce qui n'est pas le cas chez les nationalistes des cariatides, ce qui n'est pas le cas chez au RN, où l'État, on est dans une ambiguïté, mais l'État fort, l'État sécuritaire, c'est plutôt la solution aux problèmes que rencontrent les femmes. Et effectivement, il y a des liens. Il faut se souvenir qu'au moment de la manif pour tous, les années 2013-2014, c'est le moment où Steve Bannon vient en Europe pour essayer de structurer une alt-right européenne. Un petit peu naïf quand même, parce que s'il croyait que les identitaires européens allaient attendre un Américain pour s'organiser, il se trompait un petit peu, hein. Mais néanmoins, ces idées-là circulent. Il y a un monsieur là aussi après. Ouais. Bonjour, merci pour cette conférence. Et j'avais une question. Donc vous avez dit que ces groupes de féministes de droite se construisaient beaucoup sur une dynamique qu'on pourrait qualifier d'islamophobe. Vous avez qu'elle désignait l'homme musulman comme un danger pour la femme. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur leur position vis-à-vis de la femme musulmane? Et par là, je sous-entends, est-ce que c'est une position plutôt monolithique ou est-ce qu'on observe des divergences entre les différents groupes? Oui, il y a des divergences entre les différents groupes. Alors là encore, pour celles que je connaissais le mieux, comme les Antigones, voire, ça va vous paraître paradoxal, mais même une militante identitaire, finalement, cette question des femmes et du port du foulard, c'était renvoyer une question de choix individuel et de liberté individuelle. Et elles savent très bien, et notamment chez les Antigones, que toute régulation de l'expression de la conviction religieuse va aussi toucher d'autres religions, en l'occurrence les sœurs catholiques, et elles n'ont pas forcément envie de ça. Elles ne sont pas pour le bannissement des signes religieux dans l'espace public. Elles ont ce côté, comme à l'alt-right, hein, libéral dans ce sens-là, et donc c'est pas comme ça qu'on peut éventuellement combattre une religion oppressante. Et d'ailleurs, c'est pas au moment où je mène l'enquête chez les Antigones, ce discours-là, il n'est pas très fréquent, soit parce qu'il y a un souci de légitimation, soit parce que vraiment, je les pense plus sincèrement investis sur d'autres enjeux. Aujourd'hui, c'est moins clair. Aujourd'hui, les tribunes dans Valeurs Actuelles sont nettement plus dans un sens anti-immigration, mais à l'époque, c'est pas leur combat principal. Et il y a un débat, là encore, le débat de l'incorrect était intéressant entre Alice Cordier de Némésis et Thaïs Descuffon, toutes deux identitaires, parce qu'en gros, Alice Cordier, elle est dans une perspective de solidarité avec les autres femmes. Elle considère qu'il y a des valeurs qui sont universelles, et donc elle est en soutien. Elle va être en soutien avec des femmes. À l'époque, c'était pas en Iran, mais des femmes qui luttaient pour la laïcité dans leur pays musulman. Et Thaïs Descuffon lui disait, mais nous, c'est pas un produit d'exportation, la laïcité. En gros, occupons-nous de ce qui se passe chez nous, chacun fait ce qu'il veut chez lui, et faisons en sorte de ne pas être islamisés par les autres. Et donc, le combat, moi, pour que les femmes puissent enlever leur voile là où elles le souhaitent, c'est pas mon combat. Et tandis qu'Alice Cordier avait une position plus de solidarité entre femmes, de pouvoir sortir sans signe religieux. Et tandis que Descuffon était beaucoup plus sur un repli local. Donc même là, ça se décline d'une manière qui n'est pas aussi simple à aborder qu'on peut le penser. Elles sont embêtées par le fait que ce sont des femmes. Alors voilà, jusqu'où doit aller la solidarité? C'est compliqué. Il y avait une question aussi devant. Ok, d'accord. Pardon. Juste dans le programme de Cité Philo, il y a Caroline Eliachev et Céline Masson qui viennent présenter la fabrique de l'enfant trans. Et du coup, je me demandais si c'était des nouvelles ou des anciennes femmes de droite et quelles étaient leurs capacités de nuisance et dans quelle catégorie les ranger, votre analyse sur la question. Alors, je ne suis pas une spécialiste
de leurs écrits. Je n'ai pas lu l'ouvrage, hein, j'ai juste entendu Madame Eliachef le présenter dans une émission grand public. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il me semble qu'autour de cette question-là, des enfants trans, ça devient un cheval, enfin en tout cas un enjeu qui refédère des groupes qui étaient mis en sommeil après l'intensité de la mobilisation de la Manif pour tous, un petit peu réactivés au moment des lois de bioéthique, et puis il y avait une mise en sommeil. Là, j'ai l'impression que ça recristallise à nouveau des inquiétudes et des oppositions. Et non, elles ne sont pas dans mon périmètre de femmes de droite, parce que voilà, elles ne sont pas liées à une organisation militante. Et après, sur ce qu'elles peuvent faire dans le débat public, à part vous dire qu'elles ont de l'audience, mais est-ce que ça... Il faut aussi se méfier de cet effet de bulle qu'on a quand des acteurs sont extrêmement médiatisés, parce que l'espace public virtuel n'est pas forcément l'espace réel, et on l'a vu avec la candidature de Zemmour. Finalement, là, il y a peut-être des polémiques qui gonflent, mais après, en termes de projet de loi et de politique publique, est-ce que ça va avoir des effets ? Je suis incapable de vous le dire. Désolée. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis un militant LGBT. Peu de personnes ont dit qui il ou elle était avant de prendre la parole. J'allais poser une question tout à fait analogue à celle qui vient d'être posée. Est-ce que vous pourriez quand même nous aider à situer l'Observatoire de la Petite Sirène dans cette galaxie issue de la Manif pour tous, puisque Caroline Eliachef est quand même co-directrice de cet observatoire. C'est un vrai groupe militant. Oui, alors c'est pas du tout celui que j'ai... Moi, je ne l'ai pas étudié puisque c'était pas encore dans... C'était en gestation, on va dire, hein, ces idées-là. Avant ça, il y avait Vigigender. Disons que avant même la Manif pour tous, et ça, c'est quand même quelque chose qui est une tradition dans l'Église catholique, mais probablement dans d'autres institutions, les États aussi, il y a cette... comment dire ? La surveillance de théories ou de doctrines déviantes a toujours été un des objets d'une partie de l'activité de l'institution. Et là où c'est nouveau, c'est que c'est porté par des laïcs, là encore, donc en marge de l'institution, mais effectivement des gens qui appartiennent à ce catholicisme observant, conservateur. Et ça fait partie de stratégies de légitimation de ces acteurs-là, avec des cautions scientifiques, pour faire avancer leur cause dans le débat public, puisque dans une société sécularisée comme la société française, avec un affaissement, enfin un effondrement de la pratique religieuse, avec aussi la disparition même, enfin ce que Daniel Hervieux-Léger parlait d'exculturation, mais il y a même aussi un décrochage en termes d'interprétation culturelle, enfin voilà, ça ne fait plus sens. Et en Italie, Giorgia Meloni qui dit « sono madre, sono cristiana, sono donna », en France, une femme qui dirait ça, quand Christine Boutin le fait, mais c'est d'un ridicule achevé, ça n'a aucun sens pour la majorité de ses compatriotes et de ses concitoyennes et concitoyens. Et donc, par le biais de ces observatoires, de ces instances pseudo-scientifiques, parce que ce n'est pas des communautés scientifiques en tant que telles, eh bien, effectivement, c'est un moyen de produire de l'expertise qui va pouvoir aller ensuite alimenter le débat public, alimenter des argumentaires à destination des parlementaires. Et ça, c'est mon collègue Michael Stambolis-Rusthofer qui travaille sur ces questions-là, qui a fait une très belle thèse sur le sujet. Pas sur la petite sirène, mais sur l'expertise mobilisée pour l'opposition au mariage homo. Bonjour, merci pour votre présentation. Justement, vous parliez de l'Italie. Je voulais vous demander si vous saviez si les collectifs dont vous avez parlé ont tenté des rapprochements avec éventuellement d'autres collectifs dans d'autres pays européens. Alors, en Espagne et en Italie, au vu du contexte religieux qui est quand même un peu différent qu'en France, je ne sais pas, mais peut-être dans d'autres pays comme la Belgique, la Hollande, l'Allemagne ou autres pays d'Union européenne.
de manière générale? Oui, c'est aussi une bonne question. Il y a des dynamiques transnationales. Donc l'alt-right, on en a parlé, avec des circulations d'argumentaires de discours. Et puis il y a des dynamiques aussi internationales. Alors, on a les vieux réseaux nationalistes des cariatides. Ça, c'est la phalange espagnole. C'est des nationalistes flamands. C'est l'extrême droite nationaliste bien balisée, qu'on arrive, assez bien documentée. Et puis, chez les identitaires, il y a aussi une dynamique transnationale assumée, puisqu'on fait partie d'une civilisation européenne, et donc il y a des liens qui se tissent. Hein. Les étudiants circulent aussi, se retrouvent, se côtoient, et ça produit aussi des effets dans le champ militant. Et chez les némésis, là où c'est intéressant, c'est qu'elles sont en lien avec effectivement des collectifs en Allemagne. Elles ont essayé d'essaimer dans les pays francophones. Il y a des némésis, des collectifs en Suisse, qui sont étudiés par une collègue à Lausanne. Et il y a des essais, voilà, d'implantation. Et puis, il y avait les réseaux aussi néofascistes autour de Casa Pound chez les identitaires. Mais à ma connaissance, ce ne sont pas des réseaux féminins. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'équivalent des Antigones en Italie. Quand j'ai voulu essayer de trouver un projet de recherche et de voir un petit peu ce qui se passait là-bas, l'espace de la cause des femmes va se structurer différemment. Et les femmes type Meloni ou d'autres, elles vont être dans d'autres structures militantes. Et elles n'ont pas forcément lien avec les Françaises, pour l'instant et à ma connaissance. Une là et une là. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question parce que vous disiez à un moment que les gens de Némésis avaient soutenu entre autres la campagne d'Éric Zemmour. Et je me posais la question parce que je suis un peu fasciné par les gens qui agissent contre leurs propres intérêts. Par exemple, les ouvriers qui votent Trump ou donc les femmes qui se retrouvent dans des mouvements proches du masculinisme, proches du patriarcat ou très misogynes. Et du coup, je me demandais si vous aviez eu l'occasion de leur demander quelles étaient leurs positions par rapport à leurs propres, je ne sais pas comment les appeler, leurs propres collègues identitaires, et comment ils arrivaient à faire cette espèce de grand écart mental entre être féministe sans vraiment l'être, hein, puisque vous l'avez expliqué, mais en tout cas être une femme et intégrer des mouvements identitaires qui sont pour la plupart misogynes et représentants du patriarcat. Oui, merci. Alors, autant pour Zemmour, il y avait vraiment une dimension patriarcale explicite, assumée, antiféministe, et vraiment une vision très conservatrice des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, mais très, très assumée. Autant chez les identitaires, ce discours sur le patriarcat qui était tenu dans la campagne de Zemmour, il est pas si présent que ça, parce que les identitaires, ils ont, comme on dit, patrimonialisé en gros l'égalité, en tout cas comme valeur, entre les hommes et les femmes. Pour eux, le degré d'aboutissement d'une civilisation, la leur en l'occurrence, se mesure à la manière dont les rapports harmonieux entre les hommes et les femmes sont régulés. Et donc, ils se font fort de ne pas être des hommes patriarcaux comme les musulmans ou les immigrés d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique tout court, de leur point de vue. Donc, il y a comme une sorte de fémonationalisme ou d'instrumentalisation pour dire « attendez, nous, on n'est pas comme eux ». De la même manière, sur la question de l'homosexualité. Ils ne vont pas forcément s'identifier comme gays ou valoriser une identité politique militante, gay, lesbienne ou autre. En revanche, le fait que les personnes homosexuelles puissent vivre leur vie comme les autres, ça, ils y tiennent parce que ça les distingue, toujours pareil, ça les distingue du patriarcat homophobe non occidental. Donc ça, c'est les discours. Hein. Donc certaines femmes peuvent se laisser aussi, peuvent les prendre au pied de la lettre, ces discours, et considérer que effectivement, elles seront mieux défendues par ces groupes-là contre l'immigration et le harcèlement de rue que par des groupes de gauche qui ont un tout autre discours.
Donc ça, c'est le premier point, c'est que certaines pensent sincèrement que que s'il y a moins d'immigrés, il y aura moins de harcèlement de rue. Bon. Et ce grand écart mental, il se fait comme ça. Et puis, il y en a qui trouvent le discours de Zemmour pas acceptable sur ces points-là, mais qui sont tellement préoccupés par les questions identitaires, par les menaces qu'elles perçoivent, que elles vont dépasser leur répugnance vis-à-vis d'un discours misogyne et elles vont voter pour ce candidat-là. Ou dire, bon, ben, ça c'est... ou ne pas le prendre au sérieux, en fait, parce que ça semble incongru quand même. Un homme qui dit qu'il ne s'est jamais occupé de ses enfants quand ils étaient petits, qu'il n'a jamais changé une couche et que c'est pas là... Voilà, ça semble incongru. Mais en gros, c'est ça l'explication que j'aurais pour elles, hein, c'est qu'elles sont femmes, mais elles sont aussi autre chose. Elles sont femmes, mais elles sont de droite aussi. Ouais, elles ont des socialisations, on sent bien, tu fais quelques portraits dans le livre, on sent bien qu'elles ont des socialisations... Pour les militantes, oui. Ouais, pour les militantes fortes, quoi. Est-ce que vous avez rencontré au cours de vos entretiens des femmes issues de ce qu'on appellerait l'immigration, avec des profils peut-être qui feraient échapper ces dames à la blondeur de chevelure si spectaculaire dans l'extrême droite française et maintenant italienne? C'est un peu provoquant ce que je dis, mais oui. Est-ce qu'il y a des femmes issues de l'immigration qui trouvent un intérêt dans ces groupes? Il y en a peu, très peu, pour deux raisons. La première, c'est que dans certains groupes, implicitement ou explicitement, elles ne seraient pas forcément bienvenues. Chez les nationalistes des cariatides, c'est très clair. Et pour d'autres, ce seraient des choses plus subtiles, entre guillemets. Et puis la deuxième, c'est que les femmes issues de l'immigration n'ont pas forcément envie d'aller là-bas. Mais néanmoins, il y en a. Comme il y a des personnes issues de l'immigration au Rassemblement national, qui, là encore, le discours a quand même changé, n'est plus raciste comme il pouvait l'être il y a 30 ans, en tout cas dans le discours, mais va se vouloir républicain et inclusif. Et donc, du moment qu'on suit les règles de la République, ma foi, on est les bienvenus. Et chez ces femmes issues de l'immigration, en fait, être issue de l'immigration, ça veut tout dire et rien dire, parce que les immigrations sont très différentes. On peut venir d'Algérie et pour autant ne pas forcément être identifié comme arabe et donc être plutôt valorisé dans les espaces nationalistes. Je pense ici au Raptor dissident qui est identifié comme berbère et donc pas musulman et donc peut porter la cause nationaliste d'une manière tout à fait légitime et très valorisante dans ces milieux-là. Donc c'est une réponse pas simple que j'ai à vous faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai rencontré très très peu et que je n'ai pas eu la chance de leur parler en entretien. Mais elles se définissent de toute façon, leur parcours ou le parcours de leur famille n'est pas ce qui les définit. Elles se projettent dans autre chose, elles se projettent dans cette identité de femme occidentale. Est-ce que je peux juste... mais il y avait quand même eu au moment, par exemple, des retraits d'école, oui. des rapprochements, voilà, oui. Avec les ABC de l'égalité. Je les étudie pas dans le livre, mais il y a une très belle thèse qui a été faite par Simon Massey sur les mouvements de retrait des écoles et qui montre comment les rapports sociaux de race vont être extrêmement visibles. Moi, j'ai pu l'observer aussi sur le terrain, mais pas des nouvelles femmes de droite, mais sur un autre terrain, Manif pour tous, sont extrêmement structurants parce que, en fait, ces mondes-là se côtoient, mais ne se mélangent pas. Il y a une hiérarchie implicite qui fait que les actions ne vont pas être menées de la même manière par les femmes catholiques de milieux plutôt bourgeois, très éduquées, favorisées, des centres-villes privilégiés et les femmes de milieux populaires vivant dans les quartiers sensibles musulmanes
qui sont souvent, qui ont un niveau, qui n'ont pas de diplôme du supérieur, par exemple. Et donc, il y a aussi des effets de hiérarchie très, très fortes. Et ce sont deux mondes que les instigatrices des journées de retrait des écoles et des ABC de l'égalité ont voulu se rencontrer pour donner l'image d'une grande coalition. Mais dans la réalité militante, la mayonnaise n'a pas pris. Et avec des phénomènes, voilà, des interactions marquées par ces rapports sociaux assez durs, en fait. Mais elle n'était pas dans les nouvelles femmes de droite qui étaient trop jeunes pour avoir des enfants à l'époque. Bonjour. Justement, pour revenir sur les nouvelles femmes de droite, est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement les nouvelles femmes de droite actuelles, on va dire, avancent un peu plus masquées? Je pense à des personnes sur les réseaux comme Dora Muto ou Marguerite Stern qui ne se revendiquent pas spécialement comme affiliées à un parti politique, en tout cas au départ, qui maintenant se revendiquent comme étant féministes, donc effectivement bien contre la cause trans, et qui, en plus d'intervenir sur les réseaux, interviennent maintenant sur des plateaux télé, notamment chez Léa Salamé, enfin on a pu la voir récemment. Et du coup, est-ce que, voilà, il n'y a pas, comment dire, une vague, on va dire, de nouvelles femmes de droite qui ne se montreraient pas en tant que telles, qui ne s'assumeraient pas en tant que telles? Alors, c'est une question qui m'est posée régulièrement, Dora Muto, Stern ou d'autres. Donc, moi, quand je fais l'ouvrage, quand je commence l'enquête, ces femmes-là n'existent pas sur la scène médiatique. Et elles existeront vraiment à la fin, et elles ne sont effectivement pas liées aux organisations de droite radicale ou d'extrême droite qui m'intéressaient, puisque moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment, dans ces milieux-là, jadis vraiment très fermés aux femmes en tant que militantes comme électrices, ils ont bien été obligés de les faire apparaître. Enfin, elles ont pris leur place aussi. Et voilà, ce que je pourrais vous dire pour vous répondre, c'est que penser les choses en termes d'espace d'une cause pourrait être une manière aussi de les situer. C'est-à-dire que l'espace de la cause des femmes, ce n'est pas l'espace de la cause trans. L'espace de la cause trans, il est séquent avec l'espace de la cause des femmes, mais il ne se résume pas à l'espace de la cause des femmes, et l'espace de la cause des femmes ne se résume pas à la question trans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de les situer dans cet espace, de voir à quoi elles s'opposent, qu'est-ce qu'elles revendiquent comme identité, et effectivement, de voir comment ce qui avait été défini comme un piège de l'essentialisme par les féministes radicales en France, est en train aujourd'hui d'être revendiqué non seulement, est en train d'être revendiqué par des femmes qui se disent féministes et qui ne sont pas ces femmes de droite-là, qui sont dans un autre espace. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui invite à repenser ces contours-là. Qu'est-ce qu'elles disent quand elles disent qu'elles sont féministes? Voilà, mais c'est arrivé même après l'apparition du livre. Donc, bon. Merci. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le titre de votre livre, Les nouvelles femmes de droite. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré de parler de la droite, alors que l'objet de l'ouvrage, c'est des organisations de femmes minoritaires situées à l'extrême droite? Et si vous avez eu, notamment, comment a été reçu le livre par la droite modérée? Merci. Merci beaucoup. Alors, la droite modérée, à ma connaissance, ne l'a pas lu, ou en tout cas, j'ai pas eu de retour. C'est aussi ça la... Alain Juppé. Oh non, ni aux animatrices des réunions Juperware. Donc voilà, je n'ai pas eu de retour. Bon, il y a plus un tropisme, on va dire, de gauche ou libertaire pour cet ouvrage que de droite ou de droite radicale. Et pourquoi les nouvelles femmes de droite? C'est vraiment en référence à l'ouvrage de Dworkin sur les femmes de droite que ce titre a été choisi. Parce que les femmes de droite... Donc, Dworkin, c'est une féministe théoricienne états-unienne qui va s'attacher à rendre compte des résistances
à la politique pour l'amendement sur l'égalité des droits aux États-Unis. Et c'est elle qui, pas la première, mais en tout cas qui va s'attacher à restituer la psychologie de ces femmes. C'est pourquoi elles ne veulent pas être féministes, mais pourquoi elles s'opposent à cet amendement qui leur garantirait quand même une autonomie économique, une indépendance, des droits en termes d'accès à la santé, notamment à la santé reproductive. Mais pourquoi ? Et donc, quand elle va... elle ne fait pas une enquête vraiment au sens sociologique du terme, mais néanmoins, elle dresse un petit peu des portraits, elle s'intéresse à la psychologie de ces femmes et elle les caractérise quand même. Puis après, j'ai lu d'autres travaux de collègues historiennes quand j'étais aux États-Unis qui décrivent très finement ces femmes antiféministes contre l'Equal Rights Amendment. Et c'était des femmes de droite en dehors des partis, le plus souvent. Pas forcément de droite radicale comme celle que j'étudie. Et pour moi, voilà, c'était aussi me situer par rapport à ça, rendre compte des logiques d'action de ces femmes-là, rendre compte du contexte. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à au moins un chapitre sur les femmes de LR. Mais pour moi, ces femmes de LR, elles sont dans un processus institutionnel plus classique et finalement moins paradoxal que ces femmes-là qui font quand même un peu bouger les lignes malgré tout dans leur milieu. Et qui revendiquent un féminisme qu'elles n'avaient jamais revendiqué jusqu'alors, alors qu'à droite, c'est des choses qu'on a pu voir avancer, notamment dans les années 90 avec la question de la parité. La mue des droites, elle s'est opérée il y a 30 ans quasiment sur le sujet. Et la mue des droites radicales ou de l'extrême droite, elle s'est opérée il y a 15 ans. Avec cette patrimonialisation de certains enjeux du féminisme pour des raisons stratégiques, mais aussi pour des raisons générationnelles. On peut voir ça comme le verre à moitié plein. Et ce sont de tout petits effectifs, effectivement, et pour certaines d'entre elles, c'est même de l'histoire désormais. Je voudrais juste rebondir justement sur la question du titre. Parce que je pense à des mouvances. D'abord parce que je pense qu'il est important aussi de balayer devant sa porte et de se poser des questions sur son propre camp politique. Et du coup, je pense à des mouvances comme celle de Michel Onfray. Je me dis, est-ce qu'il existe des nouvelles femmes de gauche qui auraient un discours un peu semblable à ces nouvelles femmes de droite ? Est-ce que vous en avez rencontré et voilà. C'est à votre camarade qu'il faut poser la question. Il y a de nouveaux hommes de droite aussi, peut-être. C'est vrai que chez certains hommes qui se prétendent de gauche, il est de bon ton aujourd'hui de fustiger les féminismes. Les féministes, les néo-féministes qui seraient trop outrancières. C'est de bon ton dans certains espaces, notamment intellectuels. La revue de Michel Onfray offre un bel exemple de ce genre de démarche. Je ne vais pas citer d'autres pour ne pas entrer dans des polémiques, mais oui, il y a quelque chose comme ça. Et de la même manière qu'il y a une patrimonialisation de l'égalité ou stratégique chez certains groupes, il y a aussi... mouvement inverse, une récupération d'un discours antiféministe à gauche qui a existé. Proudhon en est un très bel exemple, mais qu'il est de bon ton de reproduire aujourd'hui. Et donc ça aussi, ça nous révèle beaucoup de choses sur les rapports de force et les rapports de pouvoir dans le champ médiatique et dans le champ militant. Je voudrais rebondir sur les deux dernières questions. Par rapport au livre de Dworkin, d'abord signaler pour ceux ou celles qui ne le savent pas qu'il y a une excellente série qui a été tirée du livre Mrs. America. Et si je le dis, c'est d'abord parce que c'est intéressant de voir cette série, mais surtout parce que c'est ce qui est extrêmement impressionnant par rapport à un système institutionnel qui n'est pas le nôtre aux États-Unis, mais que cet amendement destiné à inscrire dans les amendements, donc dans le cœur de la Constitution, l'égalité entre les hommes et les femmes,
pour qu'il soit applicable, pour ceux qui ne le savent pas, il fallait que dans une période de temps donnée, alors au départ c'était 5 ans, je crois, qu'il soit validé État par État avec une majorité des 2/3 sur les 50, je ne sais plus, États américains. Et le travail, alors dans la série et dans le livre de Dworkin, c'est tout à fait différent, mais le travail que ces femmes de droite ont fait, a été extrêmement efficace, puisqu'elles ont réussi, en dehors des partis politiques, mais enfin avec un jeu quand même assez subtil, assez efficace, sur les médias, en se faisant financer, il faut quand même le voir, en fabriquant des gâteaux, quoi, et en les vendant, a retardé suffisamment longtemps l'approbation de cet amendement pour qu'il ait été besoin de prolonger, sauf erreur de ma part. Alors, c'est pas anecdotique de dire ça, c'est que c'est efficace, les femmes de droite. Et aujourd'hui, les nouvelles femmes de droite, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire en Italie, dans d'autres pays? Moi, je suis très partagée sur l'idée d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Mais des droits que, dans ma génération, c'est-à-dire des années 70, au moment du vote de la loi Veil, on croyait acquis. Eh ben, c'est pas, rien n'est jamais acquis. Donc, il ne faudrait pas croire que ces nouvelles femmes de droite sont des groupuscules minoritaires. Moi, je crois que vous avez très bien rappelé que quand elles disent intelligemment, c'est révoltant, mais c'est intelligent, qu'elles ont gagné, eh ben, c'est pas faux. Et donc, je renvoie aussi au livre de Martine Storti sur le discours de Zemmour. Alors, c'est pas tout à fait votre sujet, mais c'est un homme et c'est pas un groupuscule. Il infuse malgré tout. Voilà. Pardon, j'étais un peu longue, mais je pense qu'il y a une efficacité à la fois du discours, ça vous le démontrez très très bien, mais aussi de l'impact dans le débat public et du coup dans les institutions. Si jamais on ouvre un débat sur l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement, on va avoir droit à des positions qui vont pas être, comment on appelle ça, piquées des hannetons. Voilà. Oui, mais c'est aussi, il me semble qu'il faut avoir à l'esprit que si l'IVG était inscrit dans la Constitution, ce qui ne semble pas gagner, puisque les sénateurs, et notamment les républicains, n'y sont pas favorables, eh bien, il y a la question de la Constitution, mais après, il y a la question de l'accès au droit. Et je ne veux pas créer de polémique, mais quand on ferme une maternité, on empêche aussi possiblement les femmes d'interrompre une grossesse. Et donc là, ce qui se passe depuis 10 ans, avec des départements où on ne peut plus accoucher, donc on ne peut plus avoir une IVG autre que médicamenteuse, on est quand même là dans une restriction très claire de l'accès aux femmes à ces droits-là. Et le fait qu'on ait été obligé de voter une prolongation des délais d'IVG parce que les structures de soins ne sont pas en mesure de répondre à la demande, c'est un signal qui est extrêmement inquiétant pour les droits des femmes. Et c'est pas la marche pour la vie qui en est la principale fauteuse. Donc, c'est peut-être ici aussi pour inviter à... Effectivement, je pense vraiment que d'un point de vue métapolitique et culturel, il y a des cadrages, il y a des manières de présenter les enjeux qui maintenant sont devenus, pas hégémoniques, mais en tout cas largement partagés, et que ces groupes-là ont été très efficaces. Et après, il y a la question des politiques publiques. Et souvenez-vous de cette proposition de Marine Le Pen de dérembourser l'IVG si c'est une question de choix individuel. Cette rhétorique du coût et du choix, elle est redoutablement plus efficace que l'argument moral. Et c'est peut-être celle-là qu'on va voir se déployer dans les mois qui viennent pour dérembourser un certain nombre d'accès à des soins dits de confort ou dits de choix individuels. Voilà. Il y avait une question, je ne sais pas qui l'a. Oui, peut-être.
Du coup, moi, j'avais une question par rapport au terme de fémonationalisme qui est évoqué du coup par Sarah Faris dès 2017, il me semble. Je m'interrogeais sur l'influence que ce terme a eu dans vos recherches et notamment particulièrement sur la notion de convergence entre le néolibéralisme, le nationalisme et le féminisme. Et du coup, comment ça a joué dans votre analyse de ces mouvements ou de l'avènement de ces groupuscules? Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce concept de fémonationalisme, il y a deux choses. Il y a d'abord l'usage stratégique de certains termes ou enjeux du féminisme par des groupes qui n'en étaient pas dépositaires pour faire avancer leur cause, et donc pour faire avancer leur cause nationaliste. Typiquement, Sarah Faris prend pour exemple parmi les cas, mais le Front National. Et puis il y a un volet qui est souvent mésestimé, et donc je vous remercie de le souligner, c'est le volet néolibéral. C'est que ce mouvement s'accompagne aussi de politiques publiques qui vont favoriser une segmentation du marché du travail avec une délégation à de la main-d'œuvre féminine immigrée, et pas n'importe quel pays d'immigration, plutôt des pays du Sud, des immigrations vraiment de besoin, de pauvreté, pour déléguer les tâches de soins qui ne peuvent plus être accomplies quand, dans un ménage, les deux personnes travaillent et ne peuvent pas prendre en charge des personnes dépendantes, les enfants, etc. etc. Et ça, les politiques publiques jouent un rôle majeur parce que, selon les dispositifs, ça favorise ou ça défavorise certains types d'emplois, certains types de parcours migratoires. Ce thème, je l'utilise plutôt pour l'usage stratégique, même si dans l'enquête, et là il y aurait tout un travail à faire encore plus approfondi, mais je n'avais pas la place dans cet ouvrage, sur la manière dont les Antigones, par exemple, conçoivent aussi l'accomplissement des tâches de soins comme des tâches devant être réinternalisées au sein du foyer, dans une perspective d'autonomie, j'allais dire de repli communautaire, mais de construction d'une communauté politique du proche, et donc qui ne recourrait pas non plus à cette externalisation potentiellement de la main-d'œuvre étrangère pour prendre en charge les activités de soins des enfants, du foyer, de la vieillesse, etc., etc. Et donc moi, c'est plutôt le premier usage, l'usage banal, même si la seconde partie m'intéresse par ailleurs. Je pense qu'il est l'heure et que Magali a un train à prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci au public, merci à toute l'équipe de Cité Philo, merci à Magali d'être venue et merci pour cette conférence débat passionnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci.